Et bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo sur la chaîne, c'est Kaito NBA et j'espère que vous allez très bien. Et aujourd'hui on va parler de la reprise de la NBA, enfin, ça faisait des mois qu'on attendait ça et on n'a pas été déçus, reprise de la NBA avec un match incroyable entre les Houston Rockets et le champion en titre, le Thunder d'OKC. C'était un match de fou, on va en parler aujourd'hui, on va faire un petit débrief, raconter un peu les événements du match pour ceux qui ne l'ont pas vu et parler un petit peu de tactique et de statistiques, tout simplement. Parler de basket, en fait. On va parler de basket. On commence tout de suite sans attendre avec le débrief de ce match. Donc, tout d'abord, on doit parler des deux équipes, des line-up, tout simplement. Il y avait une line-up constituée de SGA, Kayson Wallace, Lou Dort, Isaiah Hartenstein et Chet Holmgren. Et en face, une line-up composée de Kevin Durant, Amen Thompson, Sengun, Steven Adams et Jabari Smith Jr. Donc il y a vraiment une opposition de style entre les deux équipes. Ok, ici on connaît, c'est une équipe qui va très vite, une équipe agressive qui se nourrit en fait de récupération, de perte de balle adverse pour arriver à nourrir son attaque, tout simplement. Et en face, les Rockets, avec le trade de KZ, ils ont une équipe tout simplement extrêmement grande. C'est l'équipe sur un premier match de saison, c'est l'équipe la plus grande depuis, il me semble, l'année 1970-1971. C'est un truc de malade mental. Le plus petit joueur de l'équipe, sur le 5 majeur, c'est Amen Thompson, il fait 2m01. Donc le plus petit joueur de l'équipe, il fait 2m01. Voilà, il est au-delà des 2 mètres. C'est une line-up énorme. Se pose du coup un problème au niveau de la création. On y reviendra un petit peu plus tard. Mais il y a vraiment, donc, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a une opposition de style énorme entre les deux équipes. Et ça a vraiment marqué ce match, je trouve. Et on va commencer donc par faire le petit déroulé du match pour les personnes qui ne l'ont pas vu ou les personnes qui veulent tout simplement se remémorer. Le match qui commence sur les chapeaux de roue avec un Holmgren absolument injouable sur le premier quart-temps et le début du second. Il commence tout de suite, il lance le match tout de suite avec un N1 sur Jabari Smith Jr. Pam, il continue avec un autre N1 sur Sengun, il va chercher très très haut. Voilà, Chet Holmgren, c'est tout simplement 15 points pour 6 tirs réussis sur 6 tentés. Au début du deuxième quart-temps, il me semble. Je crois que c'est au début du deuxième quart-temps, ça. Injouable. Tout simplement injouable, Holmgren. Si Holmgren est à ce niveau-là toute la saison, cette équipe de KC fait encore plus peur qu'elle ne le faisait l'année dernière. Et ils ont été champions. Franchement, c'est assez terrifiant. J'ai oublié de préciser, mais il manque Jalen Williams dans l'équipe. Jalen Williams, donc deuxième option offensive, un des meilleurs défenseurs de la ligue à son poste aussi, qui a été d'une très très grosse importance dans le sacre d'OKC l'année dernière. Et il n'était pas là, donc quand même une absence de taille, mais ça n'a pas empêché OKC de faire un excellent match et de tenir tête à ces Houston Rockets. Malgré cette énorme performance d'Holmgren, les Rockets vont virer en tête à la pause 57-51. Ça aurait pu être beaucoup plus lourd, ça aurait pu être une avance de 10 points sans ce tir absolument exceptionnel de Mitchell qui va mettre ce tir à 3 points au buzzer avec la faute de Josh Okogie pour venir chercher le 3+1, le +4. Donc passer de 10 points d'écart à seulement 6, ce qui est assez important surtout quand on regarde l'issue du match, comment ça a été serré. Ça a joué. Si les Rockets ont pu virer autant devant à la pause, c'est aussi parce que SGA a fait une première période pas bonne. Il a surtout été extrêmement bien défendu en première période par les Rockets et il y a eu des adaptations ensuite qui lui ont permis de faire au final un excellent match. Mais SGA à la pause, il est à 3 points pour 1 sur 4 au tir, ce qui est très compliqué. On va pas se mentir, c'est très compliqué, surtout pour le MVP en titre. Retour des vestiaires, 73-77 pour les Rockets, mais Wiggins lâche ce poster énorme sur Clint Capela. Regardez comment il monte haut sur le pivot, l'ancien pivot des Hawks. Impressionnant, c'est le highlight du match. Regardez la tête de Rich Shepard. Bref, on continue. On va voir les points tactiques de match, mais là on fait vite, on arrive directement à 3 minutes de la fin du match. Dans le quatrième quart-temps, 97-95 pour les Houston Rockets, c'est extrêmement serré. OKC a fait un énorme run juste avant ça. Ça devient chaud pour les Rockets qui se font remonter tout simplement par OKC. Et l'espèce de tournant du match qui va amener une fin de match complètement folle, c'est cette faute de Lou Dort sur Kevin Durant. À ce moment-là, il y a 103-102. Kevin Durant a donc 2 lancers et il manque son premier lancer. Il y a 2 points d'avance pour les Houston Rockets, 9,5 secondes de la fin. La suite, on la connaît. SGA qui fait un quatrième carton exceptionnel. Il est clutchissime dans ce match après un très mauvais début. Il est ultra clutch.
et il va continuer à le montrer. Boum, il arrive sur Amen Thompson à 4 secondes de la fin. Pouf, petit coup d'épaule, il s'élève après s'être créé l'espace. Ça rentre en switch, 104 partout et le premier match de la saison part en prolongation. C'est absolument exceptionnel, on n'en attendait pas mieux. Cette première prolongation va amener à une deuxième prolongation, 115 partout à la fin de ce premier OT. Après un petit scandale, Kevin Durant, à quelques secondes de la fin de la première prolongation, demande le temps mort, mais les Houston Rockets n'en ont pas. Les arbitres ne le voient pas et ça sauve un peu les miches de Houston. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, on ne peut pas demander de temps mort quand on n'a plus de temps mort, sinon c'était lancer franc pour l'adversaire. KD le sait, un petit peu en panique. OKC le sait, Mark Daigneault, le coach, il est révolté, mais les arbitres ne l'ont pas vu et ne vont pas revenir sur leur décision. Deuxième prolongation. Cette deuxième prolongation, elle va être quasiment aussi serrée que la première, on voit ici. 2 secondes de la fin, 124-123 pour les Houston Rockets, mais à ce moment-là, Kevin Durant commet l'irréparable. SGA, donc un point d'avance pour les Rockets, quelques secondes à jouer. SGA prend la balle, feinte, et il finit par faire sauter Kevin Durant qui atterrit sur lui, qui va faire faute et donner 2 lancers. SGA va évidemment les rentrer. 125-124, victoire de OKC au bout de la nuit, au bout de la deuxième prolongation pour le premier match de la saison. C'est absolument incroyable ce qui s'est passé hier soir. Le match était complètement fou. Alors que les Houston Rockets ont mené quasiment tout le match, on va le voir juste après. OKC, comme d'habitude, mené, pas mené, ce qui compte c'est les résultats finaux, ce qui compte c'est qui va réussir à mettre le plus de points que l'autre. Tu peux être mené de 15 points si tu te prends un run de 16, et bah c'est OKC qui gagne. Et comme souvent, surtout à domicile, c'est OKC qui va avoir le dernier mot. Victoire à 1 point d'écart. On va rentrer maintenant un petit peu plus dans le vif du sujet. Tout d'abord en regardant les statistiques. Important de regarder quel joueur a performé, quel joueur n'a pas performé. Toujours intéressant. Shai Gilgeous-Alexander, on avait vu, il finissait à 3 points la première période. Et bah à la fin du match, il est à 35 points, 5 rebonds, 5 passes décisives pour quasiment 50% d'efficacité au tir. Bon, 1 sur 9 à 3 points, c'est vraiment pas bon. Mais il finit avec 35 points, donc c'est excusable. Il finit aussi un impact défensif absolument énorme. D'habitude, je critique un peu SGA sur sa défense, mais là, 2 interceptions, 2 blocs, et même au-delà de ça, on a vu vraiment défensivement, c'était assez impressionnant ce qu'il a fait dans son intensité. Le OKC a vraiment marqué le match par son intensité défensive, comme à son habitude. Et Shai Gilgeous-Alexander a été un... J'ai enfin envie de relever une performance négative. Alex Caruso qui finit à moins 15 de plus-minus, 33% au tir seulement. Pareil, Luguentz-Dort, 16% au tir. Son plus-minus c'est positif, mais l'impact offensif de Luguentz-Dort et de Caruso a vraiment été terrible. Et Caruso, même défensivement, on va voir plus tard qu'il y a eu des hauts et des bas, on va dire. Et j'ai adoré le match de AJ Mitchell. Incroyable, 50% au tir, 50% à 3 points, 16 points. C'est lui qui va mettre ce N1 à 3 points au buzzer, qui va remettre complètement KC dans la course. C'était ultra important au final ces 4 points parce que le match se joue à 1 point au final. Donc c'était assez primordial. Stat très importante aussi, 11 interceptions pour cette équipe de KC et seulement 25% à 3 points, donc très peu de spacing. Beaucoup de difficultés en attaque, mais toujours cette efficacité en défense pour provoquer les turnovers adverses. 11 turnovers, ils sont de leur moyenne. De leur perte de balle à eux, sont de leur moyenne. Et 11 interceptions, c'est beaucoup. En face, les Houston Rockets, on va reprendre avec les stats collectives. Pareil, 28% à 3 points, spacing assez catastrophique. On s'y attendait plus avec cette équipe, en l'absence d'un créateur comme Fred VanVleet et avec tout simplement des joueurs comme Steven Adams qui ont joué 36 minutes, Amen Thompson qui a joué 38 minutes, 0 sur 7 à 3 points. Pareil, Reed Shepard, 27 minutes, 2 sur 7 à 3 points. C'est pas des joueurs qui te font rêver au niveau du 3 points, même Kevin Durant, 0 sur 4 à 3 points sur ce match. Donc c'est assez logique pour les Rockets de finir à 28% honnêtement, face à une défense comme OKC, c'est normal. OKC, ça l'est un petit peu moins. C'est moins habituel. La stat importante, c'est 21 pertes de balles pour les Houston Rockets. Ils ont nourri cette équipe de KC plus que ce qu'elle en avait besoin sur les paniers en transition. On va le voir dans le point tactique juste après. Le gros performeur côté Rockets, c'est Alperen Sengun, 39 points avec 2 interceptions, 1 bloc, 7 passes décisives et 11 rebonds. A noter qu'il finit la première période à 10 points, 5 rebonds, 5 passes. Donc il a marqué 29 points sur la deuxième mi-temps et les 2 prolongations, c'est beaucoup. 62% à 3 points aussi, ça c'est incroyable franchement. Si Sengun se met à shooter comme Stephen Curry, la ligue n'est pas prête pour ce qui va lui arriver sur la gueule. Énorme match de Alperen Sengun.
Très bon match aussi de Kevin Durant, même s'il n'a pas du tout été assez servi. Pas du tout été assez servi. 23 points, c'est bien. 56%, c'est beaucoup. Il a moins tenté de tir qu'Amen Thompson. J'ai envie de dire que c'est anormal, surtout quand tu regardes le match d'Amen Thompson. Il y a des problèmes, moins 11 de plus-minus, c'est pas un hasard si l'impact de Amen Thompson sur le plus-minus a été négatif. Amen Thompson, j'ai beaucoup de critiques à faire sur son match. Moi, j'aime beaucoup ce joueur, mais défensivement, il n'a pas été aussi impactant que d'habitude. Il est en tant que créateur principal, c'était lui qui avait la charge de la création, qui avait la balle entre les mains à la main aujourd'hui. Et il est à 5 passes au final pour 4 pertes de balles. C'est pas bon. C'est pas bon. Il fait pas un excellent match. C'est pas un match horrible, mais surtout quand tu vois qu'il a 0 sur 7 à 3 points, c'est compliqué. C'est compliqué. Rich Shepard, il fait un match assez bizarre, c'est-à-dire qu'il a 27% au tir, mais j'ai bien aimé quand même comment il a été utilisé, notamment pour pallier aux problèmes de création. Je pense que ça serait intéressant de lui donner beaucoup de minutes. Là, il a joué quand même 27 minutes. Je pense qu'il va devoir jouer beaucoup de minutes dans cette équipe en l'absence de Fred VanVleet, très gravement blessé, on le rappelle. Autre stat importante, 72 rebonds pour les Houston Rockets contre 50 pour le Thunder. C'est logique, en face t'as une équipe qui est monstrueusement grande, et ça a beaucoup joué. Donc on voit le déroulé de ce match, ça a été assez serré, tous les cartons se finissent jamais au-delà de 4 points d'écart ici pour OKC, 3 points d'écart pour les Houston. Bref, 16 changements de main, 10 fois où ça a été à égalité. Houston a quand même globalement dominé. Ici, donc ça c'est ce qu'on retrouve sur NBA.com, c'est pour voir qu'il y a eu l'avantage au niveau des points, et on voit qu'ils ont quand même dominé la grande partie du match. Mais comme j'ai dit, à la fin, t'as OKC qui fait un run qui réduit ici à peau de chagrin l'avance des Rockets jusqu'à venir à égalité. Puis encore ici pour pousser à la prolongation. Ah oui, il y a eu 22 changements de lead, pardon, pas 16, ça c'était au milieu de match. 22 changements de lead et 12 fois où ça a été à égalité. Si on regarde la comparaison des équipes, donc on voit cette tête de rebond et surtout ces turnovers dont on a parlé juste tout à l'heure, et on voit donc les pourcentages à 3 points qui sont assez terribles. Là, l'opposition de style elle est assez claire. Fast break points, donc les points en transition, 2 pour Houston, 16 pour OKC, qui a vraiment, on va voir ça juste après dans le point tactique, mais basé encore une fois son jeu sur les pertes de balles adverses, et Houston leur en a donné beaucoup, comme on l'a vu. Et sur les second chance points, donc sur les points sur des rebonds offensifs, 24 à 14 pour Houston, l'équipe est plus grande. Donc ça montre vraiment pour moi cette opposition de style entre les deux équipes qui était vraiment visible sur le match. Et enfin, au niveau des stats individuels des leaders du match, donc Şengün et Shai Gilgeous-Alexander sont ceux qui ont pris le plus de points. Steven Adams, on n'en a pas parlé, mais 13 rebonds. J'ai trouvé qu'il a fait un très bon match, mais le mettre en tant que titulaire, je suis pas sûr que ce soit un très bon move de la part de Ime Udoka. 7 assists pour Şengün. Voilà, Şengün, c'est le joueur important des Rockets sur ce match. Début de ce point tactique, donc, et on va d'abord parler de cette attaque en transition d'OKC. Là, 30-30 dans le deuxième quart-temps, récupération de balle d'Hartenstein, perte de balle de Şengün, je crois, après, je sais pas si c'est après un rebond sur une perte de balle sèche. Donc là, on voit Caruso, on voit Holmgren, on voit tous les joueurs d'OKC se précipiter vers l'avant, les attitudes dirigées vers le panier adverse, et dès la récupération de balle, tu as déjà 3 joueurs des Rockets qui sont quasiment totalement éliminés. Okogie, et il me semble que là, c'est Harrison, peuvent revenir, mais ils sont quand même déjà en retard. Et il va donc jouer un 3 contre 2 face à Jabari Smith, et je crois que c'est Rich Shepard derrière. Je sais plus si c'est Rich Shepard de Hampton. Bref, cette équipe d'OKC s'est vraiment nourrie de ses ballons de récupération, haute situation. Pourquoi là il est ouvert autant à 3 points? C'est parce que il y a eu une perte de balle des Houston Rockets. Et derrière, sur la défense en transition, les Rockets ont été un petit peu lents, se sont complètement focus sur le porteur de balle et ont oublié à 3 points complètement. C'est AJ Mitchell, numéro 25, qui va donc planter le 3 points. Voilà, donc ça c'était pour montrer l'attaque en transition de OKC. J'ai pas besoin de faire un point tactique plus élaboré. On connaît, on a vu avec les stats et on a vu les matchs l'année dernière tout simplement. Mais alors comment OKC a obtenu autant de pertes de balles, a récupéré autant de ballons provenant de l'attaque des Houston Rockets? La clé de la réponse pour moi, c'est déjà l'intensité mise par OKC qui est assez impressionnante. Mais c'est aussi, comme on le voit sur cette palette tactique, entre guillemets, faite par mes soins, c'est l'enfermement total des shooters de Rockets. On va aussi parler dans ce point du manque énorme à la création des Rockets. Amen Thompson n'est pas un meneur qui est capable de distribuer le ballon efficacement. Tout simplement, déjà, il n'a pas de menace à 3 points. Et quand tu n'as pas de menace à 3 points, c'est compliqué de libérer de l'espace direct pour tes partenaires.
Il n'a pas une énorme vision de jeu et surtout, il n'est pas encore très bon au passing. Alors, il a toute la saison régulière pour s'améliorer, hein. Les Rockets, ils vont très sûrement finir dans le top 6 vu leur effectif. Donc, il a toute la saison régulière pour s'améliorer, pour développer ce côté-là de son jeu. Mais pour l'instant, c'est pas présent. Et OKC l'a bien compris, ils ont complètement enfermé le porteur de balle ici, donc Amen Thompson, en tête de raquette. On voit les attitudes Holmgren, Hartenstein, ici c'est Kayson Wallace, qui viennent enfermer Amen Thompson, qui est sans solution. Steven Adams même bloque un petit peu. La passe n'est pas possible pour KD ici. Dans le coin, c'est bloqué aussi par Shai Alexander qui contrôle la ligne de passe. Et Sengun est hors de son champ de vision et contrôlé par les 2,15 m de Holmgren et son énorme envergure. Donc là, Thompson, bah, il est un petit peu obligé d'attendre, mais il est dans la raquette, il ne doit pas attendre trop longtemps. Et voilà, il est complètement enfermé. Et ça a été vraiment la stratégie tout le match de OKC d'enfermer les porteurs de balles. Pourquoi OKC peut se permettre d'adopter cette tactique? C'est parce que il y a un fort manque de spacing. On voit ici, encore une fois, l'équipe d'Oklahoma City se focus sur Sengun, rester énormément dans la raquette. Voilà, les 5 joueurs d'OKC sont quasiment dans la raquette. Il n'y a que Shai Alexander qui en sort, sinon tout le monde est dans la raquette, concentré dans un tout petit espace. Ah non, c'est pas Shai Alexander, pardon, il est là. Du coup, c'est Kayson Wallace. Ils sont tous concentrés dans un tout petit espace. Ils sont un petit peu obligés d'un côté, parce que quand tu as une line-up où tu as KD, Sengun, Clint Capella ou Steven Adams, tu peux pas faire autrement, parce que si tu libères de l'espace à l'intérieur, tu vas te faire manger complètement dans une line-up à double big avec personne qui est en dessous des 2 mètres. Tu es obligé de te concentrer un peu et de laisser les 3 points arriver. Et tu peux encore plus te le permettre quand l'équipe en face shoot à 28%. Mais on voit ici, voilà, l'équipe est complètement concentrée, empêche les points dans la raquette, mais ça libère Shepard, il est complètement ouvert, ça libère Tyrese Eason qui est encore un peu défendu par Shai Alexander, mais relativement ouvert. Ah non, pardon, oui, du coup, là c'est Lou Dort et Kevin Durant est relativement ouvert aussi pour être servi. On voit encore sur cet exemple où là c'est pas Thompson, c'est pas Sengun, c'est KD. Toute l'équipe est concentrée dans un tout petit périmètre. Là, Shepard, Taokogi, qui sont encore une fois assez relativement ouverts à 3 points. On revoit encore une fois une situation comme ça. Quasiment 5 joueurs dans la raquette, ils sont en tout cas dans le périmètre de shoot à mi-distance. Juste pour défendre KD, il a potentiel passe vers le pivot, mais là, donc tu as Sengun qui est complètement ouvert. Et tu as Jabari Smith Jr. qui est quasiment complètement ouvert aussi. Parce que la personne qui défend sur lui, c'est Holmgren. Et Holmgren, il est à 3 mètres de lui, quoi. Et donc, on a vu avec toutes ces palettes que OKC enferme complètement les porteurs de balles. Et c'est comme ça qu'ils récupèrent beaucoup de ballons. Et ils peuvent se permettre de le faire, d'autant plus d'être vraiment caricaturaux. Cette image-là, elle est folle. Enfin, t'as 5 joueurs qui sont dans un tout petit périmètre concentré, qui défendent sur 2 joueurs, en fait. Parce que Shepard, il est à même pas 30% au tir à 3 points. KG il en a mis 0. Ici c'est Tyrese Eason, je ne sais plus les stats, mais il n'est pas non plus, il est pas au-delà des 30%, quoi. Voilà, donc un spacing catastrophique en face qui leur permet de se concentrer sur les porteurs de balles, de bloquer en fait le playmaking et de récupérer beaucoup de ballons pour aller en transition. Donc on a vu la défense d'OKC sur cette équipe des Houston Rockets. Maintenant on va voir la défense des Rockets sur OKC. Là où le Thunder était sur une défense individuelle qui mettait beaucoup la pression, et on va continuer à le voir avec l'exemple de Lou Dort et de Caruso sur Sengun et Kevin Durant. On y reviendra un petit peu plus tard, c'est un point très intéressant du match. Mais là, on va parler donc de la défense des Houston Rockets, la défense des Houston Rockets qui était en zone. Là, on le voit pas forcément très bien. Là, on le voit très bien. Là, on voit la zone en 3-2 ou en 2-3, je sais jamais dans quel sens on dit, mais on voit très clairement la zone. Et cette zone, elle s'est concentrée en fait sur le fait d'apporter une prise à 2 sur Shai Alexander, une prise à 2 qui est très haut. Là, il y a quasiment une récupération de balle, donc ça finira sur un 3 points de Chet Holmgren, mais c'est pour vous montrer voilà, une prise à 2 très très haute sur Shai Alexander, et ça va créer, on le voit ici, un énorme gap entre les premiers défenseurs et les défenseurs donc extérieurs et les défenseurs intérieurs. L'objectif c'est de couper complètement Shai Alexander du reste de l'équipe, de créer un énorme gap entre le porteur de balle et le reste de l'équipe. Et donc par cette défense de zone très agressive, très haute, tu bloques le porteur de balle, tu bloques aussi un petit peu la zone à 3 points qui est assez relativement couverte. Et en créant cet énorme gap, tu bloques la zone intérieure avec beaucoup de taille et beaucoup de présence. Et tu forces en fait des tirs à être pris dans cette zone-là, là où se trouve Jeremy Williams, une zone qui n'est pas du tout la plus rentable. C'est un tir à mi-distance éloigné, donc qui vaut 2 points, mais qui est quand même très compliqué à faire. Et cette zone, pendant la première période, elle a fait beaucoup de mal à OKC. C'est une des raisons pour laquelle Shai Alexander ne tente que 4 tirs et n'en met qu'un seul. Parce que cette zone a ultra bien marché, le fait de le doubler en permanence ça a extrêmement bien marché, de venir le chercher au logo très très haut sur le terrain pour le couper de ses soutiens.
Ça a très bien marché. À partir de la deuxième mi-temps, OKC a trouvé des solutions. Et la défense de zone des Rockets s'est progressivement effritée. Alors, la défense de zone, elle ne se mettait pas en place sur toutes les actions. Il y a quand même eu, enfin c'était extrêmement visible, mais il y a aussi des actions, c'était de la défense individuelle. Là déjà, sur cette zone, on voit que le gap il est moins grand. Les Rockets n'arrivent plus forcément à venir chercher Shai Gilgeous-Alexander aussi haut. Parce que, alors ici aussi, il y a le fait que c'est à 11 secondes de l'action, donc il y a eu une action auparavant. Mais en fait, OKC va finir par organiser les remontées de balles par quelqu'un d'autre, par Dort, par Cason Wallace, voire par Holmgren. Et protéger relativement Shai Gilgeous-Alexander de ce pressing au niveau du logo. Donc il va être beaucoup plus libre. Et cette zone, en fait, elle va être transpercée de toutes parts par des cuts incessants des attaquants d'OKC. Ici, on voit Holmgren en pleine course pour venir percuter, aller au cœur de la zone et se procurer un tir juste ici. Et il va être servi et finir l'action. Autre exemple très intéressant, ici c'est Holmgren qui a le ballon. On voit donc que cette zone aussi, elle s'effrite un petit peu. Sengun, ici, il est trop haut. Sengun, il doit se trouver ici. Mais il était en défense individuelle sur Holmgren. Ça c'est un petit peu, cette défense de zone, c'est un petit peu confondu parfois de la défense individuelle. Ça c'est un petit peu effrité. Et donc là, tu as 3 joueurs qui défendent sur une zone relativement restreinte, loin du porteur de balle et aussi loin du panier. C'est vraiment la pire situation à voir. Et OKC a très clairement profité du fait que cette défense de zone se soit effritée. Et OKC a transpercé cette défense de zone avec des cuts incessants. Ici, c'est AJ Mitchell qui est venu transpercer cette défense de zone bien trop haute et bien trop solide à l'intérieur. Holmgren va le servir et il va finir assez facilement. Autre exemple, ici, on voit encore les deux défenseurs présents sur Shai Gilgeous-Alexander. Et Cason Wallace qui va encore percuter, trancher cette défense de zone, servi directement par une passe tranchante directe de Shai Gilgeous-Alexander pour détruire en fait cette défense de zone. Venir chercher des passes directes qui vont couper les lignes. C'est bien récupéré par les Rockets, mais forcément, défense de zone, t'es à 2 sur Shai Gilgeous-Alexander, il y a forcément un joueur libre. Et il va être trouvé par une magnifique passe comme ça là de Cason Wallace pour Lou Dort. Alors Lou Dort, il me semble qu'il manque le 3 points, qu'il ne le met pas, mais c'est quand même un schéma intéressant. Voilà, donc OKC va trouver des réponses dans cette deuxième mi-temps à cette défense de zone qui leur avait posé tant de problèmes au premier mi-temps, et ça va être une des clés de cette remontée d'OKC dans le match. Et enfin, on va continuer à parler de défense dans les points tactiques et de la réponse apportée à cette défense. Ce match, il s'est pour moi vraiment construit en fait autour des défenses avec une première mi-temps où les défenses ont un petit peu pris le pas sur les attaques en quelque sorte, où c'était surtout des exploits individuels qui venaient avec Chet Holmgren ou avec Kevin Durant en première période, qui sont venus marquer la rencontre avant de trouver ensuite en deuxième mi-temps des réponses. Dans la défense d'OKC, il y a eu un gros point central, c'est que Lou Dort était en défense individuelle très serrée sur Kevin Durant, et Caruso qu'on voit ici était lui en défense individuelle très serrée sur Sengun. J'aime bien cette image, elle est vraiment marquante. Lou Dort, il a tout donné pour défendre sur Kevin Durant, comme à son habitude. C'était assez incroyable et il y avait vraiment un refus de la part du Thunder de switch sur les écrans. C'est-à-dire que Lou Dort, il suivait Kevin Durant partout où il allait, quitte à se prendre les écrans dans la gueule, quitte à provoquer, prendre une faute parce qu'on essaie de passer au-delà de l'écran de manière illégale. Lou Dort, il était là pour serrer Kevin Durant et Caruso, il était là pour serrer Sengun. Et ça a posé pas mal de problèmes. Ici, donc, on voit Caruso qui récupère la balle sur Sengun. Il y a une passe d'Amen Thompson qui est pas très précise. Caruso, un petit peu comme on l'avait vu dans la série de playoffs entre OKC et Denver. Caruso qui défendait sur le clutch, là, il va défendre en position très serrée sur Sengun, l'empêcher complètement de prendre sa position dans cette zone-là. Voilà, le faire chier en bas, en fait, venir faire des petites fautes derrière le regard de l'arbitre, venir, en fait, le faire chier, tout simplement, l'empêcher de prendre sa position et forcer les pertes de balles. Pareil, encore une fois, là, on voit Sengun très loin du panier. Pourquoi ? Parce que Caruso l'a empêché de prendre la position. Sur cette action, il est venu vraiment l'éloigner du panier et provoquer, des pertes de balles et une défense très serrée. Ici, cette image, elle est symptomatique, tu vois. Caruso qui défend ultra serré sur un Sengun qui n'a pas réussi à prendre sa position. Et tu vois un Dort prêt à bondir sur un Kevin Durant qui demande la balle. On va encore même à 46 secondes de la fin. Toujours Caruso qui défend sur Sengun sur une isolation en plus. Alors ça a très bien marché pour défendre sur KD. Beaucoup moins pour Caruso sur Sengun. Sengun en fait il a par son 3 points trouvé beaucoup de solutions en fait. Caruso il l'a fait chier dans la position. Sengun, on l'a vu sur toutes ces situations, il est très extérieur, mais quand tu tires à 62,5% à 3 points, tu t'en fous d'être servi extérieur. Tu tires à 3 points, tu dégaines et tu mets.
et tu rentres les tirs. Ça a posé des problèmes à Sengun dans la première période. On a vu qu'il avait marqué que 10 points en première période. Mais ensuite, il a vraiment trouvé les solutions pour venir complètement bouffer Caruso avec le physique, avec la prise d'information au préalable de l'action, avec le 3 points, etc., etc. Par contre, pour KD, cette défense de Dort a été beaucoup plus problématique pour les Houston Rockets, qui ont en fait un petit peu oublié que KD existait au fur et à mesure du match. Donc là, oui, pardon, là on continue à voir cet exemple de Caruso qui serre Sengun, qui l'empêche, qui vient vraiment le serrer très fort. Kevin Durant, en fait, il a plus touché le ballon à partir du quatrième quart-temps. On voit ici 13 tirs avant, sur les 3 premiers quart-temps, 13 tirs. Et depuis, là c'était au milieu du quatrième quart-temps, il me semble, plus qu'un seul tir en fait. Un seul tir. Et c'est assez dramatique ce qui s'est passé. Kevin Durant, au début du match, il a eu pas mal de mal à se défaire de l'empreinte de Dort. Et au fur et à mesure, les Houston Rockets, dans le deuxième quart-temps, ont mis un peu plus de tours à 3 points, ce qui a permis à Kevin Durant d'obtenir un petit peu plus d'espace, un petit peu plus d'isolation face à Lou Dort. Et on sait que lui, lui même défendu par 50 joueurs, il est capable de mettre des shoots absolument exceptionnels. On le voit même donc dans la deuxième prolongation, cette passe de Shepard pour Kevin Durant, contestée par Dort. Et donc face à ça, quelles ont été les réponses tactiques des Rockets? On l'a vu avec Sengun que la réponse elle a été assez simple au final, que ça a été par son 3 points que il a fini par en fait s'en foutre de la difficulté de prise de position à l'intérieur parce que il était dans une bonne journée à l'extérieur et il a taffé complètement Caruso. Pour KD, ça a été un petit peu plus compliqué, mais cette prise très serrée de Dort et en fait en général cette très grande vigilance de tous les joueurs d'OKC sur Kevin Durant a permis pas mal de choses à la création. Et on va le voir tout de suite. Les Rockets, à partir de la deuxième mi-temps, en fait, ils ont développé tout un jeu autour du pick and roll, qui soit en mouvement ou statique, pour libérer de l'espace pour les autres ou pour Kevin Durant. Ici, on voit Durant en face à face avec Lou Dort et Adams qui va faire un écran à Lou Dort pour venir en pick and roll, pour venir se positionner en tête de raquette. En pivot plaque tournante. Sur cette action, Hartenstein il va rester un petit peu sur KD, il va pas s'occuper de Steven Adams parce qu'il a peur que KD, qui a des pourcentages absolument exceptionnels depuis le deuxième quart-temps sur Lou Dort, ne vienne marquer encore et martyriser la défense de Casey. Steven Adams, il est servi dans cette zone, il a tout l'espace du monde parce que Hartenstein est un petit peu en retard et a pas pu bloquer la passe ou bloquer la position sur Steven Adams. Adams donne la balle à Tari Eason dans le coin de l'attaque et qui va mettre un 3 points. Autre situation intéressante. Ici, on a Rich Shepard donc, qui est défendu. Je crois que c'est Mitchell, je suis pas sûr, bon, c'est pas grave. Qui est défendu, mais en tout cas très très haut au logo sur la remontée de balle. Et Kevin Durant, on voit extrêmement surveillé. Dort littéralement lui tient le bras. Et Cason Wallace qui a le regard projeté sur Kevin Durant. Et il faut apporter de l'aide à Rich Shepard. Ce qui va se passer, c'est que Kevin Durant fait un écran off-ball pour Capella. Il le fait sur Hartenstein pour libérer Capella. Pour que Capella aille faire un pick and roll avec Rich Shepard. C'est ce qui se passe. Et ici, on voit sur cette situation que Hartenstein, un peu comme tout à l'heure, il est un petit peu bloqué. Il ne va pas suivre le pivot. Il va pas venir directement switch, apporter son aide à... oui, non, du coup, c'est Wiggins, pardon. Il va pas du coup apporter son aide directe à Wiggins pour bloquer Rich Shepard. Il va rester un petit peu en drop coverage parce que KD est une menace exceptionnelle. Il va vouloir couper la ligne de passe pour KD. Et pareil, Cason Wallace, assez éloigné d'Amen Thompson dans le 3 points en corner. Amen Thompson qui, sur ce match, en tout cas, n'était absolument pas une menace à 3 points. Voilà, donc on voit, il y a vraiment un triangle, un périmètre de sécurité, en fait, autour de KD. Et cet écran off-ball, donc, va libérer de l'espace pour Shepard et Capella. Donc Shepard et Capella, petit pick and roll. Capella qui va se positionner comme Steven Adams tout à l'heure en tête de raquette. Shepard qui va venir dans cette zone, dans ce périmètre de sécurité autour de Kevin Durant. Et Shepard, il va faire une petite passe lobée à Capella qui va pouvoir finir dans la raquette assez facilement. Pourquoi? Parce que Hartenstein ne l'a pas suivi. Hartenstein, il est resté sur Durant. Il n'a pas voulu libérer d'espace à Durant. Et donc là où dans la première mi-temps, les Rockets étaient assez limités sur les solutions tactiques qu'ils avaient pour contrer en fait ce focus de Lou Dort et des autres joueurs même en aide sur KD, là ils vont développer cette arme du pick and roll et de l'écran off-ball pour concentrer la défense sur KD et ouvrir des espaces pour les autres. Encore une situation, là c'est dans la deuxième prolongation et c'est sur ces situations là que je trouve que Rich Shepard a été assez intéressant. Encore une fois, pressé très très haut ici par Cason Wallace. Shepard il va trouver cette passe là pour KD qui profite d'un écran énorme de Steven Adams. Steven Adams qui est très très long et aussi large que long, donc ça aide pour faire des écrans. Il va faire un écran sur Lou Dort et sur Hartenstein. Encore une fois, on voit Lou Dort en position
pour défendre directement sur Kevin Durant et Hartenstein assez vigilant. Hartenstein vigilant sur Kevin Durant. KD qui joue le pick and roll avec Steven Adams. Adams donc qui roll encore une fois en tête de raquette. Et Hartenstein toujours dans cette situation où il ne va pas forcément suivre le pivot, mais rester en aide sur Kevin Durant. Ou bien tout à l'heure comme on l'avait vu sur l'exemple avec le pick and roll de Reed Shepard, rester dans la position pour défendre sur KD. Donc, quoi qu'il arrive, que ce soit un écran off-ball KD ou un pick and roll joué par KD, il va rester dans la zone de Kevin Durant. Là, Kevin Durant va renvoyer la balle à Shepard pour installer une sorte de triangle parce que la passe est compliquée à faire parce qu'elle est bloquée. Cet intervalle, il est bloqué par Hartenstein et Dort. Il va faire la passe à Reed Shepard. Reed Shepard qui va faire la passe à Steven Adams. Il y a un triangle donc, qui s'installe. Et Steven Adams, on le voit, il est complètement libre. Pourquoi ? Parce que Hartenstein, il était sur KD et qu'il est donc complètement en retard sur la situation. Et donc, comme on l'a vu, avec toutes ces situations, les Rockets, ils vont répondre en fait très intelligemment à ce focus sur Kevin Durant, au fait qu'il soit complètement serré par l'arme de l'écran off-ball, par l'arme du pick and roll, pour libérer des espaces, pour en fait obliger OKC à faire un choix. Soit vous laissez Lou Dort en 1v1 face à Kevin Durant, et dans ce cas-là, c'est quasiment sûr que Kevin Durant va réussir à marquer ou va réussir à se procurer des lancers francs et donc à marquer des points. Ou bien, c'est ce qui s'est passé, vous gardez votre focus sur Kevin Durant, que ce soit sur les écrans off-ball ou sur les pick and roll, et donc vous libérez des espaces pour Reed Shepard, pour Steven Adams dans ces situations-là. Je pense avoir abordé tous les points que je voulais aborder. Ah non, pardon. Dernière chose, alors là j'ai pas fait de palette tactique sur ça parce que c'était un petit peu sur le match. Je vous conseille vraiment de regarder le match. Mais je reviens sur ce manque à la création assez flagrant de cette équipe des Rockets. Amen Thompson, c'est assez terrible à la création. Il va falloir qu'il s'améliore en l'absence de Fred VanVleet. Ça va être compliqué pour ces Rockets face à des défenses comme OKC de gagner sans création franche. Parce que là, c'est beaucoup passé par des exploits individuels de Sengun, c'est beaucoup passé par ces circuits relativement courts avec Kevin Durant, avec Reed Shepard, avec Steven Adams, avec Clint Capella comme on l'avait vu tout à l'heure. Mais ça ne peut pas passer sur tous les matchs. Sengun il va pas shooter à 62% sur tous les matchs. Par contre, c'est probable que l'équipe ne dépasse pas les 30% à 3 points, surtout avec une création aussi faible. Donc c'est vraiment à surveiller. J'espère pour cette équipe des Rockets que soit Amen Thompson va s'améliorer à la création et va montrer qu'il est capable de devenir un joueur relativement bon au niveau du playmaking. Ou bien, et je pense que c'est ce qui va être privilégié par Ime Udoka, je ne sais pas s'il va titulariser Reed Shepard, je pense pas, je sais pas, on verra comment ça se passe dans la saison. Mais moi j'espère, je mise sur le fait que Reed Shepard va développer son shoot, qui va devenir une plus grosse menace. Et donc que cette possibilité de création avec Reed Shepard va être vraiment utilisée par ces Rockets. Parce que comme on l'a vu, là sur toutes ces situations où l'espace est créé grâce à KD, c'est avec Reed Shepard. Sur les pick and roll, c'est avec Reed Shepard. Sur l'écran off-ball de tout à l'heure, sur le pick and roll avec Clint Capella, comme on l'a vu, sur les 3-4 situations qu'on a vues, c'est avec Reed Shepard. Et ça s'est multiplié tout au long du match. Shepard, il a vraiment apporté beaucoup de bonnes choses au niveau de la création offensive, mais il est encore bien trop limité au niveau de la menace au shoot, au niveau de l'efficacité pour être défendu sérieusement par l'équipe en face et libérer de l'espace par sa création, au-delà de la passe. Parce que, on le rappelle, en soi, la qualité de passe et de vision de jeu, elle ne sert à rien si t'es pas une menace au tir. Si t'es pas une menace au tir, juste on va pas te défendre, il va y avoir une infériorité numérique, un manque d'espace pour tes partenaires et tu peux faire la meilleure passe que tu veux. Si le mec en face il est défendu complètement, il n'a pas de possibilité de shoot relativement ouvert, de bons shoots, de bonnes situations de shoot, ça va encore s'appuyer sur des exploits individuels et tu peux créer autant de passes incroyables que tu veux, ça ne sert à rien. Donc moi j'espère que Reed Shepard va développer ça, parce que cette équipe des Rockets, elle peut vraiment devenir la meilleure équipe de la ligue si soit Thompson, soit Shepard réussit à développer cet aspect de leur jeu. Cette fois-ci, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais dire. On se retrouve normalement après-demain. On va parler sûrement du match entre les Lakers et les Warriors de manière assez courte parce que le match n'était pas très intéressant. Ce n'était pas un super match, mais il y a des choses à dire, notamment sur le niveau individuel de Luka par rapport au niveau collectif de cette équipe des Lakers. Et là, je vais voir les matchs, mais il y a un Spurs Mavericks qui m'intéresse tout particulièrement. Donc je pense que c'est ça qu'on va débriefer pour la prochaine fois. Allez, salut, à la prochaine, ciao ciao.